Bonjour et bienvenue dans la série Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Selvan Mohandas Duménil de la société IADS et je vous laisse le découvrir. Bonjour Selvan, bonjour à tous. Bonjour Eliane, bonjour à tous. Merci de me recevoir. Mais je t'en prie. Alors, j'aimerais, Selvan, te poser une première question. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est IADS? Oui, l'IADS est une association professionnelle qui a été créée en 1928. C'est la cinquième association la plus vieille au monde dédiée au retail. Et en fait, elle a été créée en 1928 sur l'initiative de quelques grands magasins, de patrons de grands magasins, qui observaient ce qui se passait aux États-Unis à l'époque et qui se disaient on doit apprendre des théories de l'organisation, théories du travail et de toutes les innovations commerciales qui s'y passent pour faire évoluer nos structures familiales en entreprises prêtes pour le futur. Donc l'association a joué le rôle de think tank et de cellule de recherche pendant tout le XXe siècle avec des publications, des conférences. C'est assez passionnant. Et en gros, après s'être un tout petit peu perdu au tournant du XXIe siècle, on a appelé en 2020 pour réinsuffler un nouveau rôle et un nouveau souffle à l'association et surtout reconstruire la proposition de valeur et faire en sorte qu'elle soit concrète, intéressante, utile et tangible pour les membres. Merci. Et, euh, et Eliane, pardon, je t'interromps, mais en fait, nous sommes une association mondiale. Elle est assez unique. On est une association mondiale. Nous ne nous adressons que aux grands magasins nous n'avons qu'un membre par pays. Donc, par exemple, en France, notre membre, c'est les Galeries Lafayette. En Espagne, ce sera le Corte Inglés. En Chine, ce sera SKP. Au Mexique, ce sera El Palacio de Hierro. On parle souvent d'entreprises qui sont et ça c'est important, qui sont à capital encore familial ou contrôlé, euh, et euh, très souvent leaders sur leur marché. D'accord. Alors, donc, une association à vocation internationale. Mais alors, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui définit et quels sont les critères pour être un grand magasin? Parce que j'ai une image dans la tête, mais elle est peut-être erronée. Est-ce qu'il y a des critères que vous reprenez? Alors, en théorie, le grand magasin, c'est un bâtiment qui fait plus de 5000 mètres carrés, qui présente plus de 5 catégories de produits différents qui ne fait pas plus de 20% de son chiffre d'affaires dans l'alimentaire. Ça, c'est un chiffre, enfin, c'est une approche un peu théorique et en fait, on s'en écarte un peu dans le sens où la vocation de l'association est vraiment de faire travailler ensemble des gens qui ont envie d'échanger et de travailler ensemble au niveau du leadership, donc CEO, mais aussi C-level et leurs organisations. Et en fait, c'est une question d'envie. Donc, même si nous nous appelons l'Association internationale des grands magasins, ça nous arrive d'avoir des membres dont l'activité grand magasin est minoritaire par rapport au reste de leur activité. On va notamment annoncer bientôt 2 nouveaux membres, dont c'est le cas, en fait, dont un nouveau membre au Moyen-Orient, qui est vraiment leader sur son marché et dont l'activité grand magasin fait partie intégrante de son business, mais n'est pas forcément la majoritaire. D'accord. Et alors, vous vous réunissez comment et comment est-ce que ça se passe concrètement dans l'association? Parce que vous êtes aux quatre coins de la planète, donc c'est fantastique d'envisager tous ces voyages, mais j'imagine que ce n'est pas toujours très facile. Alors, jusqu'en 2020, c'était le cas. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'en 2020, tous les meetings étaient organisés en face à face, quelque part dans le monde. Donc, en fait, les CEO se rencontraient 1 à 2 fois par an. Les patrons d'activité, quand je dis patrons d'activité, c'est tous les RH, les sales, les directeurs de flagship ou autres, se rencontraient également 1 fois par an. Enfin, 6 fonctions se rencontraient. Et nous avions également six catégories de produits, donc les chief buyers ou les buyers qui se rencontrer quelque part dans le monde. Moi, le constat que j'ai fait en juin 2020, en arrivant, en prenant mon poste, c'est que ce monde-là avait changé et que surtout, en fait, on nous demandait pas de faire ça. Mon raisonnement était assez simple, c'est que je pense que tout le monde adore se rencontrer, tout le monde adore visiter des magasins, mais les CEO, les CFO adorent la conséquence de la pandémie qui est, en fait, il faut faire gaffe aux coûts et surtout, il faut être très efficace. Bon, c'est pour ça que j'ai décidé comment dire, de transformer 95% des meetings en meetings virtuels. Qui sont sur une tranche horaire qui est assez simple. En fait, en heure Paris, c'est de 14 à 16 ou de 14 à 17 heures. Et ça permet aux Asiatiques de un peu se coucher tard et aux Américains de un peu se lever tôt, mais ça leur permet quand même d'échanger sur les sujets qui sont importants.
Les CEO, c'est autre chose, parce qu'en fait, la vocation première de l'association, c'est vraiment de favoriser un dialogue entre les patrons. C'est eux, enfin, c'est vraiment de l'intuitu personné, en fait, cette association. C'est eux qui ont envie de faire en sorte qu'ils et leurs organisations coopèrent ensemble. Et c'est pour ça qu'en fait, on organise alors, deux meetings virtuels dans lesquels on invite des guest speakers qui vont parler de choses qu'on considère importantes pour les membres. Par exemple, en juillet, on va accueillir OpenAI et Bain pour parler des use cases dans l'intelligence artificielle. On a eu des grands patrons comme Hubert Joly, l'ancien patron de Best Buy, ou Walter Robb, l'ancien patron de Whole Foods Market, qui sont venus faire des interventions, mais également Enrique Martinez de la Fnac, Rami Baitier de Carrefour, ou des chercheurs pour vraiment donner des éléments qui ne sont pas des éléments spécifiques grand magasin, mais qui permettent aux CEO d'échanger avec des pairs. Donc deux meetings virtuels et ensuite deux meetings en face à face que j'ai décidé d'organiser chez les membres pour une raison très simple, c'est que 100% des grands magasins qui ont survécu se sont réinventés pendant et à cause de la pandémie. Et du coup, en fait, c'est très intéressant pour tout le monde de visiter un peu ce qui se passe behind the scene et de voir un peu comment chacun a trouvé des solutions aux problèmes. Merci beaucoup. Alors, tu parlais de la pandémie. Est-ce qu'il y a eu, du coup, des choses très positives qui en sont sorties au travers de ce que tu exprimais? Il me semble qu'il y a Est-ce que tu peux nous en faire part un petit peu? Oui, alors la pandémie, simplement pour donner un peu un ordre de grandeur, les Galeries Lafayette ont dû fermer 100 jours en 2020 et 100 jours en 2021. Ça fait quand même un quart du chiffre d'affaires, enfin ça a représenté un quart du chiffre d'affaires comment dire, en moins sur chacune de ces années. C'est quand même assez significatif. Je dirais d'abord que ça a permis à tous les grands magasins qui sont des structures parmi les plus complexes quand on parle de structure business, de se faire aux nouvelles techniques de management et aussi à l'approche à l'approche des risques et à l'approche du contexte. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a toujours une grande inertie dans les grands magasins à cause de leur taille et à cause du nombre de personnes qui y travaillent. Et je sais que les CEO étaient très conscients de pas mal de problématiques, comme la transformation digitale, pour être plus efficace, gagner des points de productivité, le e-commerce et l'omnicanalité, pour être sûr qu'on puisse servir les clients de la meilleure manière possible. Mais bon, quand chaque année, en fait, vous avez chaque fois plus de touristes qui viennent vous voir, ces problèmes-là, vous dites oui, oui, j'en suis conscient. Mais on est quand même en train d'atteindre un nouveau chiffre d'affaires record. 2019 a été record pour 95% des grands magasins du monde. Et du coup, en fait, la pandémie, ça a enclenché une prise de conscience sur les nouvelles méthodes de travail, que ce soit en termes de mindset, mais aussi de support et de technique. Et ça a permis, en fait, de vraiment de gagner. Alors, on lit dans la presse que, notamment, la pandémie a permis de gagner 6 ans au niveau du e-commerce et au niveau de la transformation digitale, ce qui est vrai. Moi, j'ai des membres qui vraiment ont fait des bons très spectaculaires quand il s'agit du e-commerce. Mais je dirais qu'au-delà de ça, ça a vraiment transformé en profondeur à la fois les organisations en elles-mêmes, l'idée que les patrons ont de leurs organisations et là où ils veulent les emmener. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, là, cette année, en 2023, nous avons un programme de formation qui dure 9 mois et dont le thème de recherche est défini par les CEO. Bah, le thème de 2023, c'est quels sont les talents dont nous avons besoin demain, comment les attirer et comment les garder. Donc, quelque chose d'extrêmement positif, de quelque chose qui au départ a été extrêmement contraignant et a mis Oui, beaucoup de craintes et beaucoup de peur. Je te tout à remercie. fait. Alors, comment est-ce que toi, j'aimerais parler de toi aussi, comment est-ce que toi tu es arrivé à la tête d'IADS? Quel est ton parcours? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'a porté le luxe, les grands magasins? Alors, le luxe, oui, puisque j'ai passé 18 ans dans ce secteur. J'ai commencé ma carrière chez Louis Vuitton, où j'ai travaillé pendant un peu moins de 2 ans au développement produit, pour lancer une nouvelle catégorie de produits qui étaient les lunettes de soleil à l'époque, avec un certain Pharrell Williams, qui était consultant pour Vuitton à l'époque. Ensuite, je suis rentré chez Yves Saint Laurent, qui s'appelait encore Yves Saint Laurent à l'époque, où pendant 7 ans, je me suis occupé du développement du réseau de franchise au niveau mondial et également du wholesale pour une zone qui allait de l'Angleterre jusqu'à la Chine, en incluant l'Australie et Travel Retail. C'est là que ça m'a permis en fait de vraiment bien comprendre les enjeux de distribution, que ce soit d'un point de vue format, que ce soit d'un point de vue national ou que ce soit d'un point de vue typologie clientèle.
Et ensuite, en 2012, j'ai pris la direction commerciale de Sony Ericsson, où je suis devenu ensuite directeur du développement. Sony Ericsson m'a permis aussi de me frotter encore une fois à des nouveaux formats de business comme les distributeurs, les agents, qui étaient des formats qu'on ne connaissait pas chez Saint-Laurent, et également des nouvelles gammes. Puisqu'en fait, chez Sony Ericsson, il y avait Sony Ericsson, Sony ABA et la ligne contemporaine et l'enfant. Donc, ça m'a permis vraiment de découvrir plein de marchés différents. Bon, l'aventure Sony Ericsson s'est terminée par défaut en 2019, en août 2019, quand la société a malheureusement déposé le bilan. En septembre 2019, j'ai pris la DGA d'une maison de parfum qui s'appelle Dorset. Je me suis assez vite rendu compte qu'après 18 ans après 18 ans dans la mode, vraiment rythmé par les saisons, les collections, les showrooms, bon, la temporalité et la saisonnalité des parfums me convenaient moins. C'est pour ça que quand j'ai reçu un coup de fil en fait pour m'intéresser à l'association des grands magasins, j'ai dit pourquoi pas, en sachant que ma première réaction a littéralement été de dire, alors j'ai un petit sujet parce que je connais tous les membres, j'ai fait du business avec beaucoup d'entre eux, mais qu'est-ce que c'est que cette association? Tout petit sujet, effectivement. Exactement. Est-ce qu'il y a un conseil que tu... Alors, on part un petit peu dans le temps. Tu es adolescent. Est-ce que tu as un conseil que tu aimerais donner au jeune Selvan en lui disant, voilà, maintenant tu as l'avenir devant toi, je voudrais te conseiller un petit peu. Euh, alors, c'est une question un peu, enfin, c'est une question intéressante. Je dirais que c'est pas mal de dire oui. En fait, surtout quand on est jeune, c'est-à-dire même si on voit pas forcément l'intérêt immédiatement, c'est pas mal de dire oui, d'essayer, de participer, d'aller découvrir un peu ce qui se passe à droite à gauche, d'accepter ces entretiens, même si on sait au fond de soi que c'est pas potentiellement la boîte qui nous intéresse, d'accepter des missions, même si c'est pas forcément la carrière qu'on veut se faire, mais juste pour tester un peu les choses. Parce que moi, une chose qui me frappe, c'est que toutes les graines que j'ai pu poser, que j'ai pu semer, mais tout à fait inconsciemment, notamment au début de la carrière chez Saint-Laurent, en fait, aujourd'hui, la boucle se boucle, puisque en fait, les gens avec qui je parlais à l'époque, les choses que je commençais à faire, etc., bah, sont des interlocuteurs aujourd'hui au niveau de l'association, au niveau des CEO et autres. Et ce que je faisais, en fait, je comprends la finalité aujourd'hui, quasiment 20 ans après, parce que je suis dans un poste assez particulier, mais qui me permet vraiment de tirer le meilleur de tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Donc, je dirais que, et je sais qu'aujourd'hui, c'est un sujet, parce qu'on n'est pas forcément encouragé à dire oui souvent. En fait, on dit, bah ouais, ça m'intéresse pas trop, c'est pas mon truc, je vois pas pourquoi je ferais ça, ou j'ai pas le temps. Et ça vaut le coup, en fait, de dire oui et d'essayer. Et aussi d'avoir une conviction fondamentale, c'est qu'on a de la chance. Les gens ne naissent pas chanceux. Les gens chanceux savent qu'ils sont chanceux. C'est différent. Et il les saisit, ces opportunités. Tout à fait. Ce que j'entends, c'est n'ayons pas peur en fait d'aller vers l'autre, de découvrir et d'agrandir ses connaissances, Oui, sa zone de confort. Allons découvrir sans a priori et sans crainte, parce qu'à un moment, on va trouver des gens en face de nous qui sont inspirants, qui sont intéressants, et qu'il n'y a pas de volonté de la part de l'autre de nous rejeter, mais au contraire, un accueil. Et je te remercie parce que c'est effectivement aussi la volonté de la série Nous, entrepreneurs, c'est le partage, oui. c'est la convivialité, c'est d'ouvrir les portes. Et un autre point qui est important aussi, c'est que c'est nécessaire de faire des choses gratuitement. En Oui, fait, elles ne seront pas gratuites sur le long terme, pas forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, et c'est aussi un conseil que je donne notamment comment dire, aux diplômés qui me contactent des écoles où je suis allé, qui me contactent en disant comment je fais pour trouver un boulot. En fait, il faut être gratuit. C'est-à-dire que on n'est pas, en fait, il faut pas prendre 100% des actions qu'on fait quand on est jeune comme étant des actions transactionnelles. Il faut aussi se faire un peu confiance. Et c'est pour ça que je disais, il faut savoir dire oui. Moi, des choses où à l'époque je disais, ça n'a absolument aucun sens d'aller rencontrer cette personne ou de parler à cette personne ou de faire ça. En fait, 20 ans plus tard, je me dis, mais quelle bonne idée j'ai eu de dire oui, mais 20 ans plus tard. oui. Et pendant 20 ans, je savais pas que c'était la bonne idée.
Et oui, et on rencontre beaucoup, beaucoup de gens que l'on a connus par le passé et tout Oui, à fait en phase avec toi quand tu dis on n'est pas, on ne se dit pas je n'ai pas de chance ou j'ai de la chance. On a tous de la chance, on saisit les opportunités qui se présentent à nous et on crée cette tout propre à chance. fait. Oui. Est-ce qu'il y a une idée préconçue dans ton métier que tu aimerais balayer et que tu aimerais faire sauter à ce micro? Deux, les grands magasins sont pas du tout en train de mourir. C'est en fait le contraire. L'idée vient du fait que la plupart des articles de presse qu'on lit se basent souvent sur ce qui se passe aux US et au UK, qui sont des marchés capitalistiquement et historiquement très différents de ce qui se passe dans le reste du monde. Et moi, ce qui me frappe, c'est que vraiment les grands magasins, moi-même ayant partagé cette idée auparavant de me dire c'est des dinosaures. Enfin, avec beaucoup d'inertie, un peu lent à prendre des décisions, etc., sont extrêmement dynamiques et 95% de ceux avec qui je parle aujourd'hui ont déjà dépassé leurs chiffres qui étaient déjà records à l'époque de 2019. Euh, la deuxième idée préconçue, c'est simplement que, en fait, moi-même, je pensais que mon job serait assez tranquille dans une association. Et c'est un peu pour ça aussi que je me suis dit, bon, en pleine pandémie, on sort un premier confinement, c'est pas tout à fait réglé ce truc, on est en juin 2020. C'est peut-être une bonne idée de rentrer dans une association et histoire d'être au chaud et de voir ce qui se passe. Et finalement, le monde associatif est assez surprenant, je le découvre. Moi, on m'a donné carte blanche pour en faire un peu un nouvel outil, ou en tout cas remettre cet outil au goût du jour et faire en sorte que ce soit extrêmement pertinent pour les membres. Et donc, on l'a transformé en mini cellule de conseil. Et très honnêtement, nous n'avons d'association que le nom aujourd'hui, mais on ne fait pas du tout un rôle d'association au sens pur du terme. On est vraiment on représente vraiment un outil au service de nos membres et sur tous les aspects, que ce soit stratégique ou opérationnel, sur toutes les typologies de questions qu'ils peuvent avoir. On est là pour les aider à collaborer ensemble. Et donc, du coup, je pense aussi que la notion d'association au XXIe siècle, elle est pas si loin que ça de la notion d'entreprise en termes de ce que vous devez donner, ce que vous devez faire, la valeur que vous devez créer. C'est simplement qu'elle se mesure pas de la même manière, puisque les associations sont par définition à but non lucratif. Mais quand même, je commence à penser euh, que on n'est vraiment pas très très loin du secteur privé en tant que tel. Et du coup, moi je sais que beaucoup de gens me disent, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi une association? À quoi tu sers? Etc. Et c'est une idée préconçue qui aujourd'hui vaut la peine d'être combattue. Alors, je te suis complètement. Le monde associatif a énormément évolué et pour pouvoir être efficace, et Dieu sait si on a besoin des associations, eh bien, il faut Oui, que l'association se structure et des modes de fonctionnement qui sont proches, effectivement, de celles qu'on retrouve dans une entreprise, que ce soit en termes de management, que ce soit en termes de mesure de la progression des activités qui ont été proposées par l'association et de ce qui a été réalisé. exactement. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Comment ça va? En fait, non, en fait, ce que moi j'ai trouvé passionnant dans cette prise de poste, c'est que il s'agissait à la fois de rénover une proposition de valeur de l'association, mais le tout avec une infrastructure qui, quand vous prenez une association qui a 94 ans, il faut pas s'attendre à ce que ce soit très très moderne. Et du coup, moi je trouve mon job absolument passionnant parce qu'en fait, il est extrêmement opérationnel, il va de très opérationnel jusqu'au stratégique. C'est vraiment une expérience d'entrepreneur, euh, même si ça s'appelle association. Mais bon, pour donner un exemple, en fait, j'ai dû réviser l'intégrité de l'infrastructure. Ça allait jusqu'à renégocier les contrats de téléphonie, l'assurance des locaux, revoir le parc informatique, travailler sur la convention sociale de l'entreprise, etc. Et en même temps, être sûr que les membres se disent, OK, ce type, au bout de l'écran, parce que j'ai commencé à rencontrer mes CEO que un an, trois quarts après avoir pris ma prise de poste, hein, jusqu'ici, ça a été à travers un écran. Ce type, en même temps, fait des choses qui sont intéressantes. Il s'en fiche de savoir qu'on a des téléphones portables ou des ordinateurs portables qui sont efficaces.
Mais en Pas même de temps, problème. ces ordinateurs portables sont nécessaires pour mieux travailler pour eux. Et du coup, c'est absolument passionnant. Mais c'est vrai que la solitude du dirigeant, elle est assez similaire dans l'associatif à celle que vous avez dans l'entrepreneuriat. Eh bien, merci beaucoup, Selvan, pour ce partage, pour cette bonne humeur qui te caractérise et que j'ai pu apprécier au sein de cette interview. Merci, je te souhaite une excellente journée et nous mettrons dans le descriptif, bien entendu, tous les liens pour pouvoir retrouver l'association, pour pouvoir te retrouver également. Si il y a quelque chose que tu veux ajouter, eh bien, nous le mettrons également. Merci infiniment d'avoir consacré du temps et d'avoir partagé avec les auditeurs de Nous Entrepreneurs. Merci beaucoup, Eliane. Merci à Merci. vous tous. Au revoir. Au revoir.